Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, c'est la rentrée parlementaire à Québec. La CAQ avait dit que ça va être une session où on va défendre l'économie et protéger l'économie, protéger l'identité. Mais sur l'identité, le gouvernement nous réservait une surprise. Oui, et c'est que Québec va dévoiler au cours de la semaine, jeudi, un nouveau modèle d'intégration des immigrants. Et le but derrière ça, c'est d'éviter les dérives, comme ça a été le cas à l'école Bedford, notamment, où un petit groupe d'enseignants avait vraiment pris le contrôle de l'école et avait vraiment changé le cursus scolaire et intégré différentes valeurs, là. Le ministre François Roberge, lui, dans une vidéo, a expliqué que c'est une conséquence du multiculturalisme canadien. Et avec ce projet de loi-là, la CAQ veut clarifier ce qu'on appelle le contrat social avec les Québécois, tant pour les nouveaux arrivants que pour l'État. Alors, on veut se rapprocher de l'interculturalisme, où les nouveaux arrivants sont invités à adhérer à la culture majoritaire. C'est une nouvelle loi cadre qui va devenir la référence, d'ailleurs, pour tous les organismes gouvernementaux sur la façon d'intégrer les nouveaux arrivants. Voici là-dessus un extrait de la vidéo publiée par le ministre Jean-François Roberge. Le Canada s'est doté en 1971 du modèle multiculturel, un projet auquel le Québec n'a jamais adhéré. Avec la hausse de l'immigration qu'on connaît actuellement, il est impératif que le Québec affirme enfin son propre modèle d'intégration et de vivre ensemble. Comme nation, on a besoin de cet outil fondamental pour affirmer dans nos lois que le Québec est une société et une terre d'accueil laïque et francophone qui envisage l'avenir avec confiance. Je peux pas dire que ça va être bon avant de l'avoir vu, là. Ça va sortir jeudi, puis on va juger jeudi. Mais qu'il fasse ça, c'est bon. Je veux dire, ça fait... Parce que depuis 1971, le multiculturalisme, moi, dans ma lecture, c'est surtout depuis que, tu sais, il y a eu le multiculturalisme en 71, de Pierre Elliott Trudeau. Mais c'est un peu avec le rapatriement de la Constitution et de la Charte des droits. Je dirais que là, Pierre Elliott Trudeau a mis le turbo là, sur le multiculturalisme. Il l'a vraiment implanté comme vision complètement. Ça fait 40 ans au Québec qu'on chiale contre le multiculturalisme, qu'on dit que c'est pas exactement ça, que nous, pour l'intégration des immigrants aux Français, c'est pas ce qu'on veut, puis que ça donne un Toronto, là, où finalement, il n'y a plus de pays. Là, c'est le Canada post-national de Justin Trudeau. Tu pourrais être à Toronto, jusqu'à un certain point, tu pourrais être dans n'importe quelle ville américaine, quasiment, où c'est une espèce de ville cosmopolite où t'es plus canadien, t'es juste plus rien. Là. T'as toutes les langues, toutes les cultures, puis il n'y a plus de traits communs. Mais c'est une chose de chialer contre le multiculturalisme, mais des fois, c'est ce qu'on dit à l'opposition là, en politique. On dit, toi, t'es l'opposition, tu chiales contre le gouvernement, mais qu'est-ce que tu proposes? Ben, c'est un peu dans cette position-là que le Québec pouvait être regardé. OK, tu chiales contre le multiculturalisme canadien, mais c'est quoi, toi, le Québec, là, ton modèle d'intégration? C'est quoi? Et bon, on avait dit l'interculturalisme avec... Mais tu sais, ça n'a jamais été... Ça, c'était sorti un peu de la commission Bouchard-Taylor, tu sais, sur les accommodements raisonnables, l'interculturalisme, mais ça n'a jamais été implanté, puis le rapport a été tabletté plus vite que son nombre. Ah, bravo, après ça, on va voir, est-ce que Bravo va tenir... Est-ce que ce qui est proposé va tenir la route? Mais moi, ça, vraiment, sincèrement, je trouve que c'est une excellente affaire qu'on s'attaque à ça. Bon, il y a, je dirais, deux nouvelles dans une nouvelle. La première, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des discussions dans l'entourage de Trump entre ses principaux conseillers sur l'implantation des tarifs samedi. Mais pour avoir regardé le Wall Street Journal hier, on a l'impression que ça penche de plus en plus vers la fameuse théorie dans le cours d'école, donne le coup de poing sur la gueule en premier, puis on discutera. Non, mais c'est triste à dire, mais c'est ça. Là. Non, ton image est bonne. Frappe en premier, puis on discutera après. Oui, ton image, elle est bonne. Puis ce qui ressort de cet article dans le Wall Street Journal, où un haut responsable de l'administration Trump a été interviewé, puis lui, ce qu'il dit, c'est que le président est sérieux là, dans ses menaces d'imposer des tarifs douaniers. Et on l'a vu quand même là, dans les derniers jours. Prenons l'exemple de la Colombie. La Colombie avait refusé initialement d'accueillir un appareil, un avion avec à son bord là, des migrants qui avaient été déportés des États-Unis. Alors tout de suite, Trump a dit « Parfait, vous voulez pas l'accueillir, vous voulez pas accueillir vos ressortissants, bang, je vais vous imposer des tarifs de 25%. » Finalement, la Colombie a reculé. C'est un outil de négociation. Mais selon ce haut responsable de l'administration Trump-là, le président serait sérieux. La date du 1er février, ce serait la date qui serait envisagée pour imposer des tarifs douaniers maintenant de 25% contre le Canada. Mais tu vois, je voyais en même temps, il y a une analyse des gens de la Banque nationale, des économistes de la Banque nationale qui disaient que eux, là, dans leur conseil de placement boursier, de préparation de retraite, ils considèrent encore aujourd'hui, en tout cas hier, là,
que c'est pas le scénario, ce qu'ils appellent le scénario de base, là, que je pourrais appeler le scénario le plus probable. Eux, ils sont pas encore ralliés à ça. Ils considèrent, pour des raisons économiques, pour des raisons que c'est trop illogique de le faire. Mais peut-être que justement, ils vont trop avec la logique, puis passer avec l'espèce de logique très politique, très belliqueuse que Trump est en train d'appliquer. Parce que même dans l'entourage de Trump, il semble y avoir des gens que j'appellerais les sages qui disent, ben non, le Wall Street veut pas ça. Il y a comme une logique de dire, c'était correct de faire la menace, c'était correct d'utiliser ça comme pour mettre une pression sur le Canada, pour qu'il nous écoute sur la frontière, mais qu'il ne l'implanterait pas. Mais il semble que les faucons, là, ceux qui veulent frapper d'abord, sont peut-être majoritaires, et peut-être c'est eux, à l'heure actuelle, qui ont l'oreille du président Trump. Et à ce chapitre, le Canada se prépare. C'est un peu drôle parce qu'hier, la ministre Mélanie Joly est sortie de la rencontre en disant « Hey, moi, je dis rien ». Le Globe and Mail a tout obtenu. Oui. Mélanie Joly disait, on va laisser le travail en coulisses se faire. Souvent, la diplomatie de coulisses discrète est efficace. Or, effectivement, c'est en une du Globe and Mail ce matin. On préparerait, ce sont 2 sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat au Globe and Mail, où le Canada est en train de travailler sur un plan d'aide qui ressemblerait beaucoup à celui de la PCU. Là. À l'époque, peut-être pas aussi considérable sur le plan financier. Souvenez-vous, la PCU, c'était 82 milliards de dollars. En différents volets. Le premier, ce serait ce fameux délai là, d'1 semaine avant de pouvoir toucher l'assurance emploi. Ça, on lèverait ça. Donc, et ça, on peut le faire sans que le Parlement siège. On peut le faire sans que ce soit approuvé par la Chambre des communes. On prévoit des pertes d'emploi. On dit tu perds ton emploi, chômage le jour 1. Instantanément, plutôt qu'une semaine plus tard. L'autre volet est là. C'est là que ça devient intéressant aussi. L'autre volet serait vraiment un plan d'aide pour les employés, pour les entreprises, parce que en réalité, s'il y a ces tarifs de 25 ce qui est appréhendé de la part du gouvernement, c'est qu'il y a des entreprises qui devront fermer temporairement. Alors, il y aurait une aide. Ou fermer des quarts de travail, ou réduire la production. Exactement. Alors là, il y aurait une aide. Mais de quelle ampleur serait cette aide-là? Elle serait inspirée de la PCU, mais pour voter ça, il faut que la Chambre siège. Mais si la Chambre siège, les oppositions vont défaire le gouvernement. Alors, tu vois... À moins qu'il y ait une entente. À moins qu'il y ait une entente, ou à moins que le gouvernement joue qui tout double en disant, regarde, on met Pierre Poilievre au défi de se comporter de façon responsable et de mettre de côté la partisanerie au nom du bien du Canada. Oui. Et là, sincèrement, entre toi et moi, Alexandre, c'est un qui tout double là, pour Pierre Poilievre. Parce que là, tu dis, OK, moi, je retarde. Il pourrait dire, moi, je vais me faire élire, puis je ferai un plan d'aide ensuite, mais... Est-ce que tu votes contre? Est-ce que tu renverses le gouvernement ou le gouvernement met sur la table un plan d'aide, le gouvernement... Parce que si Trump fait ça samedi, là, on va dire lundi matin, on va arriver ici, nous autres, on va parler rien que de ça. Ça va être la panique. Ça va être la panique dans la demeure. Là. Fait que tu sais, on fait le parallèle avec la COVID, mais il reste que c'est pas la même affaire. Mais je pense que ça va être le même genre de choc. Puis quand tu vas avoir les premières entreprises qui vont annoncer des mises à pied, tu sais, dans la population, il va y avoir un ressac, là. Ressac émotif et rationnel aussi. Là, mais... D'autant plus qu'il y a déjà des chiffres qui ont circulé, Mario. Pour le Québec, ça pourrait potentiellement représenter 100 000 jobs. Pour l'Ontario, 500 000 jobs. 500 000. 500 000 jobs. Ah oui, en Ontario, là, c'est quasiment, tu dis, c'est comme 6 de la, je pense que je l'avais calculé, 6 de la population active qui serait menacée de perdre son emploi. On parle d'économie. Les marchés boursiers se sont fait brasser hier. Bon, oui. Vous dire, en soi, c'est pas une nouvelle, les marchés boursiers sont souvent instables. Mais c'est que c'est une espèce d'application, un chat GPT chinois qui est débarqué par surprise. Avec un drôle de message de dire, nous autres, regarde, l'intelligence artificielle, on t'a fait ça au quart du prix. Là. Oui, non, c'est ça. Puis si vous avez regardé vos placements hier, vous avez vu que le S&P 500 a planté, le Nasdaq a planté également. Et quand on regarde effectivement l'arrivée de DeepSeek hier, c'est sûr que ça a eu toutes sortes d'impacts, de contre-coups dans les marchés boursiers. Et quand on regarde Nvidia et d'autres titres aussi du secteur des puces électroniques ce matin, quand on regarde ce qu'on appelle le pre-market, les échanges de pré-ouverture du marché boursier ce matin, c'est à la hausse. Mais hier, ça a été vraiment une chute brutale. Là. Nvidia, le géant américain de semi-conducteurs, s'est effondré avec une perte de 17 % à la clôture de Wall Street. Faut voir que depuis 5 ans, elle a augmenté de 1000 %. Mais c'est juste que c'est plus le mystère de dire, OK, mais est-ce que vraiment les Chinois ont développé l'intelligence artificielle? Parce que là, ça serait avec des puces beaucoup plus simples, beaucoup moins évoluées.
sais pas, mais au quart du prix. On disait d'Ipsy que ça aurait coûté à peu près 6 millions versus des sommes beaucoup plus astronomiques pour l'intelligence artificielle américaine. Mais pour ce qui est d'NVIDIA, une perte en capitalisation boursière hier, 589 milliards de dollars, c'est une des pires de l'histoire de la bourse américaine. Ouais. J'ai vu au chapitre du comics, c'est un chroniqueur de Radio-Canada, un chroniqueur techno de Radio-Canada à Québec. J'avoue que son exercice est simple mais brillant. Il a demandé à DeepSeek, d'y parler de Auschwitz, là, très bien. Là, les camps nazis, les camps de concentration, explication très correcte. Puis il a posé une deuxième question. Qu'est-ce qui est arrivé sur la place Tiananmen? Oh. Y avait-tu un petit peu de censure à cette question-là? Je ne peux répondre à cette question. Quel hasard! C'est tannant. Pas de réponse. L'exercice est simple, mais bon, quand même un peu amusant. C'est terminé, Isabelle, pour les musées gratuits le dimanche. Vous parliez du multiculturalisme tantôt. Moi, je vous parle de plus de culture pantoute. Bon, j'exagère un peu, là, mais honnêtement, c'est inquiétant. En fait, il y a une coupe dans les programmes de gratuité. Ça faisait longtemps, ça, non? C'est depuis 2018 qu'on offrait les dimanches, le premier dimanche du mois, les musées gratuits à travers le Québec pour permettre un accès à la culture. Et hier, on a fait l'annonce que ce serait terminé. J'ai demandé d'avoir des explications du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Son cabinet me dit, il ne fera pas d'entrevue, mais voici la citation que je te propose. Donc, la gratuité des musées les premiers dimanches du mois a connu un grand succès depuis 2018. Nous souhaitons continuer d'offrir cette mesure et nous avons donc fait le choix de la rendre disponible aux personnes de moins de 20 ans. Ainsi, on continue d'agir auprès de nos jeunes pour les inciter à développer et à diversifier leurs habitudes culturelles. J'ai dit, oui, mais pouvez-vous quand même m'expliquer le pourquoi du comment? Moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis elle me dit, on veut concentrer nos efforts sur les jeunes et respecter nos budgets. Les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans. Mais ça rime dans... Parce que dans le fond, ça, c'était pas les musées qui soustraillaient ça de leurs revenus. C'est le gouvernement qui les compensait pour ces entrées-là ou qui subventionnait cette gratuité-là. C'est ça. Sauf que depuis 2023, depuis dans les dernières années, quand on regarde les budgets là, qui sont alloués en culture, entre autres, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ça ne cesse de diminuer. Par exemple, en 2022-2023, c'était 185 millions. L'année d'après, 172 millions. L'année d'après, 10 000 de moins, alors qu'on sait que tout augmente. Donc, c'est plus compliqué. On a vu, entre autres, au Musée de la civilisation de Québec, 17 employés qui sont mis à pied. C'est l'un des plus grands musées au Québec. D'autres vont être réaffectés ou leur tâche va être réduite. Le Musée régional de Rimouski annonce une fermeture temporaire à partir du 17 février. Pour l'instant, c'est 6 semaines, mais ils savent pas parce que pour l'instant, ils rentrent pas dans leurs frais, pas pantoute. L'année 2023-2024, c'est 50 000 dans le trou. Puis ils disaient, si on continuait cette année de la même façon, c'est 110 000 $ dans le rouge. Donc là, ils ont fait le choix de fermer temporairement pour essayer de rétablir la situation financière. C'est pas évident. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que pendant ce temps-là, on est en train de construire un musée national de l'histoire du Québec, 92 millions. Ça, c'est correct. Je comprends pas. Je m'explique mal. La semaine passée, on parlait de l'Orchestre métropolitain qui offrira pas de concerts gratuits l'été prochain. Ça, c'est eux qui absorbaient. Ça sera pas possible. Ils ont annulé 2 concerts. Le Théâtre La Bordée aussi a revu sa programmation plus petite. Il y a donc un problème. On le sait partout dans tous les domaines. Mais en culture, moi, ça me fait peur. Il va falloir retrouver une façon. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on peut s'unir mieux? Est-ce qu'on peut revoir notre façon de financer la culture? Je ne sais trop, mais je trouve ça inquiétant. Pas de culture, mais on va avoir du sport. C'était quand même drôle hier parce que c'était comme une bonne nouvelle qui était annoncée, mais tout le monde avait le sourire en coin à savoir, là, y a-t-il une subvention? Ah, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est que les sénateurs d'Ottawa vont disputer 2 matchs préparatoires l'automne prochain au Centre Vidéotron à Québec, le 28 septembre en recevant les Devils du New Jersey et le 30 septembre en recevant, le Canadien de Montréal. Et là, la question, effectivement, a été posée lors de la conférence de presse, puis en fait, d'entrée de jeu, là, Michael Endelauer, le propriétaire des sénateurs d'Ottawa, a dit non, regarde, on n'aura pas d'aide financière. La fameuse subvention de 5 à 7 millions qui aura permis de faire venir jouer les Kings de Los Angeles l'année passée, là, il n'est pas question de ça. La question, par contre, qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Kings ont ouvert le chemin? Là? C'est-à-dire que c'est ce que disent plusieurs commentateurs sportifs. Oui, tu sais, est-ce que le succès de cet événement-là aura finalement incité à... Voilà, les sénateurs disent, oui, c'est viable, parfait, on l'a fait une première fois, on va le refaire, puis la subvention, elle n'est pas nécessaire. Je te fais entendre les commentaires du propriétaire des sénateurs d'Ottawa. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on peut jouer quelques matchs de saison régulière à Ville de Québec. Si on peut jouer en Suède, on devrait pouvoir jouer à Ville de Québec. Mais ça, c'est une décision de la Ligue nationale.
Alors, il ouvre même la porte à disputer des matchs de saison régulière. Mais quand même, deux différences. Là. Très bien qu'ils ne subventionnent pas, mais c'est les coûts sont moins élevés. Là. Les coûts qu'ils payaient l'année passée de déménagement des équipes, Ottawa venir à Québec, c'est un petit peu moins loin. Les coûts sont moins élevés. Mais je pense que surtout, ça, c'est la deuxième raison. La première, c'est qu'au point de vue marketing, au point de vue business, il y a un intérêt réel des sénateurs pour le marché des francophones du Québec. M. Andlauer considère que son prédécesseur s'occupait pas des francophones, puis des francophones d'Ontario aussi, puis s'occupait pas du marché, il s'occupait, lui, des anglophones de la région d'Ottawa. Et prenons juste Québec, là. C'est plein de monde qui prendront jamais pour le Canadien. Il y a des gens de Québec qui sont ralliés aux Canadiens après le départ des Nordiques. Il y en a un méchant paquet que c'est jamais. Ils prennent pour Boston. Ouais. Ils prennent qui prennent encore pour l'Avalanche parce que c'est les anciens Nordiques, mais tu sais, ils sont rendus au Colorado. As-tu vu la mascotte hier? La moitié du chandail des sénateurs, l'autre moitié des Nordiques. Oui. Et c'est pour ça que je dis, moi, c'est à mon avis, c'est brillant, là. Tu sais, si Andlauer appuie le marché de Québec, il y a Thomas Chabot qui est un beauceron qui joue pour lui. Tu viens à Québec, t'es gentil que les gens de Québec, tu proposes des matchs de saison régulière. C'est niaiseux, mais si les gens de Québec vont une fin de semaine de temps en temps à Ottawa voir jouer les sénateurs, achètent des chandails, achètent des casquettes, deviennent partisans des sénateurs, augmentent les codes d'écoute des matchs à la télé des sénateurs, c'est toutes des retombées pour lui. Donc lui, il a un intérêt réel.